Bonjour à tous, bienvenue dans Décideurs Seniors. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux accidents domestiques et au troisième âge. Domicile, escalier, salle de bain ou encore cuisine. Les chutes sont nombreuses et souvent très graves lorsque cela touche les personnes âgées. Quelles solutions peuvent alors vous venir en aide et prévenir de ces différents dangers du quotidien? À quel moment d'ailleurs faut-il s'en inquiéter? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Elisabeth Esberg, ergothérapeute. On a eu le plaisir déjà de vous recevoir dans une précédente émission. Ouais. On va donc s'intéresser notamment aux chutes. Est-ce que les chutes chez les seniors sont nombreuses? Alors, les chutes sont relativement nombreuses puisque ça concerne 50% des plus de 75 ans et 67% de ces chutes se passent au domicile, ce qui est relativement conséquent pour un lieu qu'on connaît, dans lequel on vit au quotidien. Alors, je vais vous poser peut-être une question qui va vous paraître un peu candide, mais pourquoi on chute finalement? Parce qu'on peut chuter par inadvertance, mais quand on atteint un certain âge, on peut chuter en dehors de l'inadvertance. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme insidieux qui se met en place avec une perte progressive des capacités fonctionnelles, de la force musculaire, de l'attention, de la vision. Et tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on n'anticipe pas une situation qu'on a vécue 100 000 fois, mais qui, ce jour-là, avec un peu plus de fatigue, va être génératrice de chute. Est-ce qu'on s'en rend compte d'ailleurs? Est-ce qu'on se rend compte de cette perte d'autonomie? Non, parce que l'homme a un mécanisme d'adaptation, donc c'est très bénéfique parce qu'on peut s'adapter à son environnement et donc du coup s'y retrouver relativement bien. Mais ce mécanisme d'adaptation nous fait aussi nous adapter progressivement aux contraintes et aux difficultés de notre logement. Et le pire des risques, c'est de ne plus sortir de son logement puisqu'on s'est adapté au fait de ne pas pouvoir pousser la porte de sortie du hall de l'immeuble ou avoir peur de chuter ou pas avoir de banc sur le trajet qui mène à la boulangerie. Et on restreint progressivement en fait son rôle social, ses sorties, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est les premiers signaux d'alerte quand on commence un peu à rester trop longtemps à la maison, qu'on se coupe un peu de la vie sociale? C'est ça. Ça, c'est les premiers vrais signes. Par contre, il faut très vite intervenir parce que dès lors qu'on ne sort plus de son domicile, c'est déjà un petit peu tard. Il faut vraiment ne pas laisser s'installer cette peur de l'extérieur ou de ne pas trouver de dispositif qui permettrait de toujours aller chercher son pain, promener son chien, relever son courrier, voir la voisine, etc. Alors je sais que vous êtes ergothérapeute, comme je le disais, donc vous intervenez vraiment quand ça devient nécessaire. Avant votre intervention, est-ce qu'il y a des moyens mis à la disposition des personnes âgées pour justement s'accommoder un peu mieux du quotidien? Alors, il y a plusieurs niveaux d'intervention. On a déjà le bon sens, c'est-à-dire qu'il faut écouter l'entourage ou les amis ou qui ont déjà vécu peut-être ou identifié un certain nombre de dysfonctionnements et qui vont alerter en disant « tu devrais faire attention à ceci » ou « tu devrais mieux t'éclairer, change cette lampe », etc. Ça, c'est un premier niveau. Après, on va avoir des difficultés à effectuer ou pas se sentir aussi à l'aise en montant sur un tabouret pour atteindre le rideau à décrocher pour le laver, etc. Donc ça, il ne faut pas continuer à faire des choses même si on les a toujours faites. Il faut commencer à prendre des précautions parce que la chute est quand même préjudiciable avec tout ce qu'elle entraîne derrière. Et donc à ce moment-là, il faut trouver des compensations, ça s'appelle. Et si vraiment on commence à noter plein de signes comme ça, il faut vraiment s'adresser à un professionnel comme les ergothérapeutes qui vont faire un tour générique dans le logement sur les habitudes de vie et sur tout ce que la personne souhaiterait continuer à pouvoir faire pour trouver les bons outils, les bonnes organisations de rangement, les bonnes organisations d'environnement pour que ce soit fait en sécurité. Alors l'ergothérapeute, au-delà des aménagements intérieurs, préconise aussi l'utilisation d'objets quotidiens qu'on peut trouver dans le commerce. C'est ça c'est un premier niveau de bon sens, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a des difficultés et des douleurs de hanches ou de genoux, donc il vaut mieux trouver des outils qui vont permettre d'avoir, avec des longs manches, qui vont nous éviter d'avoir à nous plier en quatre pour aller chercher, ramasser les poussières par terre ou enfiler ses chaussures, etc. Donc on a par exemple une pelle à long manche qui va permettre de rester relativement droite, donc pas solliciter les hanches. On va avoir un chausse-pied à long manche par exemple. Tout ça, c'est des petits outils, un ouvre-boîte électrique qui va éviter d'avoir un travail articulaire à faire au niveau des articulations de la main qui peut être très douloureux. Ce sont des petits outils qu'on trouve dans tous les grands commerces autour de chez nous et qui sont très facilitateurs d'un premier niveau. Alors, vous, évidemment, vous intervenez au-delà de ce premier niveau, quoique vous êtes aussi là pour intervenir, pour donner les premiers conseils, évidemment, et prévenir. Après, le vrai travail de l'ergothérapeute, donnez-nous un exemple concret qu'on puisse bien comprendre quel est l'intérêt d'appeler un ergothérapeute.
Alors, effectivement, l'idée, c'est d'intervenir relativement en amont pour éviter la chute et le risque éventuel qui est lié. Après, quand on intervient, donc on fait une évaluation des besoins de la personne. Un bilan, voilà, avec ce qu'elle souhaite faire dans la vie quotidienne, ce qu'elle souhaite pouvoir continuer à faire, là où elle a des difficultés, où sont les douleurs, quels sont les signes qui, elle, l'inquiètent. Ça se concrétise comment ? On se déplace chez la personne, ça, donc on se fait toujours chez le site, on pose des questions. Donc c'est sur des déclaratifs. Au-delà de ça, quel est donnez-moi un exemple de ce que vous modifiez. À l'issue. Oui. Voilà. Exactement. Donc on prend aussi, on fait le tour du logement et on met en situation, c'est-à-dire qu'on demande comment ça se passe pour bien voir entre le déclaratif, voilà. Et à l'issue de ça, on donne un rapport dans lequel on est très descriptif sur ce qu'il faudrait mettre en place. Donc ça peut être une aide technique, comme on a parlé tout à l'heure, si on n'y a pas pensé avant, ou vraiment une modification de l'environnement, c'est-à-dire au niveau de la baignoire, parce que c'est quand même souvent là que ça se passe, ou dans les toilettes, peut-être changer la hauteur de la cuvette, mettre une barre d'appui, inverser la porte pour ne pas tomber derrière, etc. Donc après, on va dans le descriptif en donnant des indications précises pour que derrière, il y ait un artisan qui puisse intervenir et puis faire le devis et faire les travaux. Faire le devis et les travaux de façon orientée. C'est vous qui suivez le chantier ? Non, on n'a pas le droit de suivre le chantier. Par contre, on peut faire une visite de conformité fonctionnelle où on vient reconstater si la hauteur du siège, par exemple, elle a été correctement faite ou la barre d'appui, parce que sinon, ça peut être générateur d'autres chutes. Alors, aujourd'hui, combien coûte un ergothérapeute ? Alors, une visite comme celle que j'ai décrite, on est aux alentours de 350 à 450 € environ, avec la visite sur place et puis le rapport pour aller plus loin. Merci beaucoup Elisabeth Esberg. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur notre site internet www.bien-vivre-chez-soi.com. Retenez bien cette adresse. Il y a plein d'autres infos évidemment à découvrir pour les seniors. Voilà, rendez-vous dans une prochaine émission pour un autre thème avec un autre invité. Au revoir.